Robert Herbin, l'entraîneur des Verts, écarté du club, il accuse le maire de Saint-Étienne. Le satellite soviétique en difficulté, les scientifiques pas d'accord avec les assurances de l'agence TASS. Le travail au noir en France, un rapport sévère de Jean-Jacques Dupéroux qui propose des remèdes énergiques. Enfin, Corse, l'accalmie, mais 2 magistrats de Bastia nous parlent sans complaisance de la justice et de la police. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir ce journal par un volet sportif. Il s'agit une fois de plus de la crise de l'AS Saint-Étienne. Et si nous le faisons, c'est que les implications financières et politiques dépassent largement le seul cadre sportif. C'est une vedette qui va tomber dans les heures, dans les jours à venir. Robert Herbin, l'entraîneur des Verts, l'homme qui, pendant des années, permit aux Stéphanois de voler de victoire en victoire. Eh bien, lundi, tout comme Bernard Gardon, il va recevoir une lettre, au mieux de remerciement, au pire de licenciement. Et en l'absence de confirmation officielle, Robert Herbin ne mâche pas ses mots ce soir, en accusant même le maire communiste de la ville, Joseph Sanguedols. Il semblerait que Robert Herbin soit licencié de Saint-Étienne avec Bernard Gardon. C'est, à mon avis, une sorte de chasse aux sorcières qui, dans un premier temps, ne devait pas exister et qui se concrétise maintenant. Robert Herbin attend donc sa lettre de licenciement pour lundi, mais les sources sûres dont il parle ne peuvent émaner que du comité directeur réuni hier soir à Geoffroy-Guichard. De graves décisions ont été prises ce soir. Est-ce qu'il était question de licenciement, même si on doit attendre lundi? 2 décisions ont été prises. Alors, est-ce que ces décisions concernent des licenciements dans le club? Nous en prévoyons l'éventualité, oui. Est-ce qu'on peut citer des noms? Pas du tout, parce que nous sommes encore en train d'en discuter. On ne peut pas prendre, pour des décisions aussi graves, on ne peut pas prendre une position sans y réfléchir longuement. À Saint-Étienne, tout change, y compris le stade en rénovation pour le championnat d'Europe 84. Les joueurs ne vivent plus que de leur salaire et la politique de rigueur financière a remplacé le gaspillage vorace du Star System. L'autre victime de la crise, un fidèle de Robert Herbin, celui qui avait recruté Philippe Mahut, le Blond-Messin, et Alain Moisan, le Lyonnais. Il s'agit de Bernard Gardon. Quand les nouveaux dirigeants sont arrivés, tout le monde a échauffé un petit peu sous mon contrat, en parlant de salaires très élevés que j'ai coûté cher au club. D'abord, si on fait la comparaison avec ce que j'aurais pu gagner en signant encore comme joueur pendant 3 ans, il va me falloir au minimum 7 ans pour le gagner en tant que joueur. On a dit aussi que j'avais profité des situations pour faire un bon contrat. Je crois que si on sortait vraiment les chiffres et tous les chiffres, on s'apercevrait que ce n'est pas le cas. Herbin le Sphinx, impénétrable, imperturbable, va-t-il quitter le plus prestigieux des clubs français, en tout cas du côté des joueurs cette semaine? Peu de langues se sont déliées et l'enthousiasme était celui d'une équipe sans âme, sans entraîneur. Au départ, Robert Herbin avait dit ou c'est Rocher ou c'est moi. Alors peut-être qu'il pense que c'est lui qui a déclenché la crise avec certains autres. Mais nous, à notre niveau, ça ne nous dérange pas, qu'il y ait lui ou un autre. Pourtant, paradoxalement, le licenciement d'Herbin et de Gardon va coûter des sommes folles à ce club qui veut en économiser. Trop de questions alimentent encore la rumeur. Maître Buffard, lui, estime que la municipalité a voulu faire plaisir à l'ancien président, M. Rocher. Herbin attend en tout cas que son siège éjectable saute et se décide à parler. Il y a de grosses pressions de la part de M. Sanguedols du Parti communiste. Vous en faites une affaire politique? C'est-à-dire que M. Sanguedols et le Parti communiste en font une affaire politique. Moi, je n'ai jamais mêlé la politique et le sport. Je n'ai jamais fait de politique. Je crois que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Tout ce que je constate, c'est que Pierre Petit, le docteur du club en 78, a été pratiquement mis à la porte par Roger Rocher parce qu'il avait l'étiquette communiste. J'ai été le seul à le défendre et puis je m'aperçois aujourd'hui que finalement c'est M. Sanguedols communiste et puis certaines personnes autour de lui qui souhaitent peut-être gérer le club. Herbin est donné partant, mais certains joueurs n'hésitent pas à confier leur désarroi. De toute façon, pour moi, ce sera toujours plus qu'un entraîneur, ce sera mon ami et je regrette ce qui arrive actuellement. Si Robert Herbin part, est-ce que ça signifie qu'en fin de saison, certains joueurs partiront? Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui partiront, oui. Et on parle déjà pour remplacer Herbin de l'ancien Stéphanois Mekloufi, qui fut aussi ancien entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie.
Deuxième sujet de polémique ce soir dans l'actualité, la folle équipée du satellite espion soviétique. Hier soir, je vous en parlais, l'agence TASS publiait un long communiqué destiné à rassurer l'opinion internationale et surtout les Japonais qui ont pris l'affaire très au sérieux en installant même un comité de crise auprès du gouvernement. Notre satellite, disaient en gros les soviétiques, est parfaitement contrôlé. D'accord, il est bien en train de retomber, mais il va se désintégrer et cela n'accentuera pas beaucoup la radioactivité de l'atmosphère. Eh bien ce soir, les Américains ne sont pas d'accord et il n'y a pas que. Georges Leclerc. Alors tout d'abord une certitude, il y a toujours au-dessus de nos têtes un Cosmos 1402 à 240 km d'altitude environ. Il n'est toujours pas tombé. Ce que les soviétiques ont dit, c'est très précisément ceci. Le 28 décembre dernier, le satellite a cessé sa vie active, c'est-à-dire sa mission. Et il a été fragmenté en morceaux qui, ultérieurement, se consommeront lors du retour dans l'atmosphère. Sur cette maquette de Soyouz, je vais vous montrer comment ça se passe. Eux, ils sont coutumiers du fait, les soviétiques, ils le font très souvent. D'abord, ils ont détaché un morceau, par exemple ici, le compartiment moteur. Ensuite, le compartiment orbital, ici, qui tous deux se consument en arrivant dans les hautes couches de l'atmosphère. Cette partie, en revanche, reste intacte et je vous rappelle à bord qu'il y a l'équipage, donc c'est heureux qu'elle reste intacte. On peut donc rentrer depuis l'espace avec des morceaux, des gros morceaux. Les soviétiques ont rajouté que tous ces morceaux vont brûler. Ils ont dit aussi la radioactivité ne dépassera pas la radioactivité naturelle. Alors cela veut dire deux choses. Premièrement, il y avait bien à bord un réacteur atomique. Deuxièmement, ce réacteur atomique, ils espèrent qu'il se dispersera en morceaux si petits que chaque morceau va brûler avant de toucher le sol, ou que s'il touche le sol, ça sera dans des zones inhabitées, comme par exemple la mer ou les déserts. Pas du tout, disent les Américains et surtout les Japonais qui ont déclenché une alerte atomique hier. On se souvient du Cosmos 954, le 24 janvier 1978. Lui, il a laissé des traces sur Terre. Quand il est tombé, il y a eu des morceaux radioactifs dans le nord canadien. Alors pourquoi pas cette fois-ci? On va suivre. Depuis quelque temps, sur les bureaux des ministres, on voit arriver une multiplication de rapports sur les sujets les plus divers destinés à réformer, voire régler des problèmes qui ne datent pas d'hier. Ainsi, le travail au noir, un mal grandissant qui, la crise aidant, a pris des proportions franchement inquiétantes. Le Conseil économique et social va s'en inquiéter mardi en examinant le rapport Rago et en présence du ministre Jean Roux. Un ministre qui possède dans sa poche un second rapport qu'il a lui-même commandé à Jean-Jacques Dupeyroux, l'ancien médiateur des conflits de Citroën et de Talbot, un rapport qui prescrit des remèdes draconiens. Alain Doubesky. Le volume du travail au noir est impossible à évaluer. Le rapport explique cependant les raisons de son existence et de son développement. 1. L'importance des charges sociales. Elles sont lourdes pour les entreprises, mais aussi pour les salariés les plus modestes. 2. Disponibilité accrue de certaines personnes. Retraités, chômeurs par exemple. La moitié d'entre eux reçoit moins de 2500 francs par mois d'allocation et ils cherchent des petits travaux. Troisième explication, le mauvais fonctionnement de certaines entreprises de services. Il est parfois si difficile d'obtenir rapidement un peintre ou un plombier qu'on recherche les travailleurs au noir. Enfin, il faut bien le dire, l'opinion publique française n'est pas dans l'ensemble défavorable. Face au travail au noir, le rapport suggère plusieurs actions. Premièrement, donner à la sécurité sociale les moyens de connaître et de réprimer plus durement ce travail par l'obligation de déclarer avant le début du travail chaque salarié à la sécurité sociale et non plus plusieurs mois après, comme c'est le cas actuellement. Deuxièmement, pour les activités non salariées, alléger la fiscalité des petits artisans et commerçants en relevant nettement le seuil d'exonération. Troisièmement, créer un statut du travail artisanal autorisé dans certains cas. Petits travaux de chômeurs, d'étudiants, de retraités. Enfin, conclut le rapport, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne possédant pinceau ou perceuse. L'État doit montrer l'exemple. Trop de ces sujets pratiquent le travail au noir avec sa complicité, du pompier jusqu'aux hauts fonctionnaires. Monsieur Dupeyroux dénonce donc en premier lieu l'importance des charges sociales. Alors, question, faudrait-il les réduire ? Je ne crois pas qu'il faille réduire l'ensemble de la charge fiscale et des charges sociales, mais je crois qu'il faudrait mieux les répartir. Les charges sociales pèsent trop directement sur les salaires et sur les revenus professionnels. C'est une erreur. Proposer d'exonérer plus largement de la TVA les petits artisans, ça va coûter très cher à l'État. Non, ça coûterait certainement moins de 3 milliards et je pense que ce serait une mesure utile dans la mesure où elle émousserait les différences de situation entre l'artisan professionnel et l'artisan fraudeur. Le travail au noir est souvent considéré comme un facteur d'expansion en Italie, par exemple. C'est votre avis ?
Il est possible qu'en Italie, le travail au noir ait été un facteur d'expansion, mais il y a des aspects négatifs considérables et qu'il faut sans doute souligner. N'oublions pas que le travail au noir, c'est une fraude, et que toute société doit vivre sur un certain civisme et sur une certaine solidarité. Si vous enlevez cette solidarité, je ne vois pas très bien comment seront financés les systèmes de distribution, les systèmes de sécurité sociale. En Italie, chaque chômeur a droit à 3 francs par jour. Vous proposez pourtant de régulariser certains travaux occasionnels. Oui, le travail au noir peut servir de soupape. Il est certain que le chômeur a besoin d'un revenu d'appoint. Il est normal aussi que les personnes âgées veuillent rester actifs pour rester des citoyens à part entière. Je ne vois pas d'inconvénient, par exemple, pour que les travaux supplémentaires, dans certaines limites exécutés par des personnes âgées, ne soient pas entièrement exonérés. Autre rapport qui fait du bruit en ce moment, le rapport Legrand sur la réforme des collèges. C'est un rapport explosif parce qu'il fait exploser justement un certain nombre de structures traditionnelles, mais un rapport qui est soutenu par un grand nombre de syndicats d'enseignants ou d'associations de parents, ce qui n'allait pas de soi. Mais tous ne sont pas d'accord. Lorraine Cusin fait le point sur ce rapport Legrand qui a été donc publié avant-hier. La philosophie du rapport Legrand, permettre aux enfants de travailler selon leur rythme. On est loin de l'enseignant type Jules Ferry qui ne voulait voir qu'une seule tête. Pour cette plus grande souplesse du cadre scolaire, 4 grandes propositions. Premier point, faire éclater la classe traditionnelle. Tous les enfants entre collège à 11 ans, pour les matières de base, ils sont répartis dans des groupes selon leur niveau, fort, moyen, faible. Pour les travaux pratiques, ils travaillent en groupe très restreint. Deuxième point, les enseignants travaillent en équipe. Ils se concertent et proposent aux enfants des travaux qui montrent le lien entre leurs différentes matières. Troisième point, le tutorat. Chaque enseignant est l'interlocuteur privilégié d'une douzaine d'enfants pour les aider à résoudre leurs problèmes scolaires, mais aussi psychologiques. Quatrième point, la possibilité pour chaque collège d'adapter le programme scolaire national aux particularités des élèves et de la région. Ce rapport vient 7 ans après le collège unique de René Haby. Une idée de gauche pour un gouvernement de droite, disait-on à l'époque, mais le collège Haby a échoué. Pour l'ancien ministre, ce rapport est positif à bien des égards, mais les nouvelles propositions risquent, elles aussi, de rencontrer des obstacles. Le problème numéro 1, c'est celui des capacités des élèves à l'entrée en 6e. En généralisant cette entrée sans vérifier si véritablement les élèves savent même lire, je crois que M. Legrand fait une erreur énorme. On déplace au niveau du collège un problème qui doit d'abord être traité au niveau de l'école primaire. Et tant que l'on n'aura pas la solution, on ne réglera pas cette question fondamentale de l'échec scolaire. La deuxième réserve, c'est que la notion de classe d'élèves, de classe scolaire, est atomisée dans une quantité de groupes, de transformation de ces groupes d'une heure à l'autre, et je ne vois pas comment de jeunes enfants peuvent se retrouver aisément dans cette espèce d'atomisation. Je crois que la classe constitue une unité dans laquelle un élève se sent à sa place avec des camarades. Le fait de changer à chaque heure systématiquement ne me paraît pas, sur le plan sociologique et psychologique, une bonne opération. Et enfin, et surtout, l'ensemble de la construction me semble beaucoup trop théorique et amènera certainement des difficultés considérables d'organisation dans les collèges normaux, que sont les collèges que nous connaissons autour de nous, qui n'ont pas des effectifs très nombreux, mais où l'organisation a besoin d'être relativement simple pour pouvoir bien fonctionner. À la fin du mois, le ministre de l'Éducation fera connaître ce qu'il retient du rapport. Mais avant toute mesure, il souhaite l'avis des partenaires du système éducatif. Les syndicats d'enseignants sont en majorité plutôt favorables, mais certains craignent un alourdissement de leur travail et refusent la notion de tutorat. Puisque nous parlons d'enseignement, sachez que plusieurs milliers de parents d'élèves et d'enseignants représentant une 50aine d'écoles privées des Yvelines ont manifesté cet après-midi à Verneuil pour protester contre le refus du conseil municipal de la ville de payer depuis 3 ans le forfait communal à une école de Verneuil. Autre manifestation des militants antinucléaires, aussi bien devant l'ambassade du Japon de Paris que devant la mairie d'Octeville dans la Manche. Toujours en question l'affaire du Sirius, ce navire de Greenpeace opposé au déchargement de déchets nucléaires.
Et puis de toute autre nature, une dernière manifestation en Corse cette fois pour protester contre l'attentat dont fut victime un pharmacien il y a quelques jours. Son officine fut sérieusement endommagée, sans doute par le FLNC, parce que le pharmacien refusait, tout comme le docteur l'a fait, d'acquitter son dû auprès du mouvement dissous. Ceci alors que, selon un sondage du journal du dimanche de demain, 62% des Français se déclarent favorables à un référendum pour régler le problème corse et que les 2/3, très exactement, refusent la perspective d'une séparation de la Corse d'avec la France. Ils ne sont que 12% à penser que les Corses ne sont pas des Français comme les autres. Ce soir, pour Antenne 2, deux magistrats bastiais parlent de membres du syndicat de la magistrature qui ne mâchent pas leurs mots sur le fonctionnement actuel de la justice et de la police dans l'île. En dépit de certaines apparences, la Corse n'est plus ce qu'elle était, dans le domaine de la justice comme dans d'autres. Fini ou presque la famille traditionnelle et avec elle la justice d'honneur exercée par les siens. Fini aussi les juridictions d'exception qui transféraient à Paris des décisions qui sont prises ici désormais. Sur le papier, la Corse est donc majeure, mais la réalité est différente. Deux juges ont accepté de nous en parler. Le premier est continental, l'autre corse. En Corse, le terrorisme, le concept lui-même, si vous voulez, n'existe pas. Dès que quelqu'un est arrêté, c'est un tel. C'est une personne. C'est une personne qui appartient à telle famille, qui est située, si vous voulez, très précisément dans un contexte social. Et la police, les services de police, comme les services de la justice d'ailleurs, sont composés de gens qui font partie eux aussi de ce tissu social. Et dans cette mesure, il est extrêmement difficile pour les services de police d'agir de la même façon que sur le continent. Est-ce que les juridictions corses donc peuvent résoudre aujourd'hui les problèmes? Il est bien évident que si demain des terroristes, des auteurs d'attentats se trouvaient traduits devant les cours d'assises en Corse, il est infiniment probable que le jury populaire qui réprouve les attentats, la notion d'attentat, le concept d'attentat, considérerait à ce moment-là la personnalité d'auteur. C'est ce qu'on lui demande d'ailleurs de faire. Mais en considérant la personnalité des auteurs, considérerait également que ce sont des compatriotes, que ce sont des enfants égarés, que ce sont des gens qui appartiennent à des familles. Et alors à ce moment-là, toutes ces pesanteurs sociales, toute cette sociologie particulière mettrait probablement à néant l'appareil répressif que constitue une cour d'assises. Quelques télégrammes politiques, une nouvelle rencontre Giscard-Chirac, mais sans témoin cette fois. Cela s'est passé hier à l'heure du déjeuner au domicile de Valéry Giscard d'Estaing. Les deux hommes ont convenu de ne se revoir qu'après les municipales pour en tirer les leçons. Il semble qu'ils se soient félicités de la préparation de ces élections côté opposition. Une rencontre qui intervient au moment où certaines déclarations confidentielles du maire de Paris sur François Mitterrand à des journalistes américains mettent Jacques Chirac dans l'embarras la veille de son voyage aux États-Unis et de sa rencontre avec Ronald Reagan. Jacques Chirac aurait fait, dit par exemple Le Monde, des allusions au passé action française du président de la République. Eh bien, cela montre simplement, a dit alors François Mitterrand devant des journalistes hier à Issoire, que M. Chirac ne connaît pas l'histoire de la France. L'histoire de ma famille, en réalité, se confond bien plutôt avec celle du sillon, puis de la démocratie française. Municipale suite, rupture entre le secrétaire d'État radical de gauche François Abadie et le PC et le PS à Lourdes, la ville dont François Abadie est le maire. Les socialistes lui reprochent d'avoir préféré l'alliance sur la droite à l'alliance sur la gauche. Réponse du ministre tout à l'heure, j'ai dit oui à la démocratie et non à la démocrassouille. Oui, il a dit démocrassouille. Et puis, paraphrasant Édouard Herriot, il a ajouté à l'endroit des socialistes, la bêtise humaine donne une idée de l'infini. Donc, deux listes à Lourdes, sauf miracle, mais là-bas on a l'habitude. En revanche, un accord à gauche à Brest. Voilà, justice maintenant, un procès bien intéressant lundi, un procès d'espionnage qui met en cause les services français roumains en France, ce qui est une première chose, et qui va également nous permettre d'assister à une nouvelle procédure de jugement dans ce genre de domaine, sans juré populaire. Paul Lefebvre. Oui, il s'agit d'un citoyen roumain qui s'appelle Traian Muntean, c'est pas facile à prononcer, qui est arrivé en France en décembre 68
avec une bourse qui lui a été donnée par les Roumains. Il est devenu très rapidement un informaticien, un chercheur de haut niveau dans un institut de Grenoble. Il a été arrêté par la DST en 1979 et interrogé pendant 6 jours. C'était la procédure normale de garde à vue de la Cour de sûreté de l'État, et maintenu en détention durant 2 ans, puis en 81, remis en liberté par la Cour de sûreté de l'État. Rien ne prouve dans le dossier qui est transmis quoi que ce soit. La meilleure preuve en est sans doute le fait qu'il soit retourné travailler à Grenoble dans le même institut. L'accusation dit c'était un agent en voie d'implantation, c'est-à-dire une taupe, comme on dit. La défense, Henri Leclerc, va répondre. Il a été envoyé en France pour apprendre et ensuite, sans doute, faire profiter les chercheurs roumains de sa science. À noter que Mumpean ne tient pas du tout, d'après les renseignements, à retourner en Roumanie. Au niveau technique où il est, semble-t-il, parvenu, il s'ennuierait là-bas. Alors voilà pour l'affaire. Sur la forme, maintenant, une nouvelle procédure de jugement dans ce domaine. C'est la conséquence directe de la disparition de la Cour de sûreté de l'État et des tribunaux militaires, c'est-à-dire que les dossiers d'espionnage et ceux qui intéressent la défense nationale sont donc renvoyés devant une cour d'assises spécialisée par la chambre d'accusation de la cour d'appel. Alors, il y a un président, dans l'occurrence, ce sera M. André Giresse, plus 2 assesseurs, formation normale, plus 4 magistrats qui remplaceront les jurés. Alors là, le premier président Vassogne à Paris a désigné 4 présidents d'assises de la Cour d'appel de Paris. Donc, vous voyez, une chambre de haut niveau pour cette première. Mais on peut parler de juridiction exceptionnelle ? Non, parce que, exceptionnelle peut-être, mais pas juridiction d'exception. D'abord, premièrement, parce que cette loi a été votée par le Parlement, il ne faut tout de même pas l'oublier. Deuxièmement, parce que la procédure est de droit commun, contrairement à ce qui se passait avec la Cour de sûreté de l'État. Alors peut-être peut-on regretter le fait que les 6 assesseurs ne soient pas plus spécialisés, mais les juristes apprennent vite. Bien entendu, je dis ça pour leur faire plaisir. Le président Reagan s'affirme toujours prêt à rencontrer les dirigeants soviétiques. Il vient de le répéter à l'instant, et son vice-président George Bush va entreprendre une tournée européenne à la fin du mois pour resserrer les liens des Américains avec leurs alliés. Avec Philippe Rochaud, maintenant, l'actualité de l'étranger en images. Ce soir, le Salvador, le Guatemala et le Liban. La mutinerie s'étend au sein de l'armée du Salvador. Le colonel Pérez, chef de la lutte anti-guérilla de la province de Cabañas, met ses soldats en état d'alerte et demande la démission du ministre de la Défense. Le commandement militaire voulait le décharger de ses fonctions. Les 1200 soldats du colonel Pérez lui ont juré fidélité. Il a même reçu le soutien moral d'un autre bataillon de lutte anti-guérilla et de 2 garnisons dans le nord du Salvador. 350 habitants de Chiquinsanay au Guatemala auraient été massacrés par l'armée dans le courant de l'année dernière. Ce village avait été déjà détruit en 1976 lors d'un tremblement de terre qui avait fait 50 000 morts, et la France avait fourni une aide humanitaire à ces populations. Une dizaine de familles seulement auraient survécu à ce nouveau massacre d'Indiens organisé par l'armée régulière du Guatemala. Tripoli retient son souffle, la parole reste aux armes mais aussi à la négociation. Le Premier ministre libanais se trouvait aujourd'hui à Damas pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu auprès des forces syriennes qui bombardent la ville et des différentes milices locales. Un accord est intervenu sur le retrait des combattants des rues de Tripoli et le démantèlement des barricades, mais 1 heure après le cessez-le-feu, les tirs d'artillerie avaient repris sur la ville. Et puis le chômage dans le monde, il prend des proportions considérables. Vous savez que le taux est en France de 9%. Eh bien, c'est à peu près la même chose en Allemagne. C'est beaucoup plus en Grande-Bretagne, 13,3%. Même chose pour le Canada, 12,8%. Enfin, les Américains ont un taux de 10,8%. Un Américain sur 10 sans emploi. La Pravda ironise en disant ce matin que la CIA s'engageait à son tour dans la lutte contre le chômage en proposant aux Américains de se reconvertir dans l'espionnage et d'entrer à son service. Le conflit de chez Renault à Flins, reprise des négociations ce matin. Elles dureront demain encore pour tenter de trouver une solution au conflit des travailleurs de la peinture. Et puis, libération du directeur adjoint d'usineur Longwy en début d'après-midi. Il était retenu depuis la veille par des sidérurgistes des aciéries de Gorcy. Le sport maintenant, 2 télégrammes. Paris-Dakar tout d'abord, Jackie X et Claude Brasseur caracolent en tête de la course. Ils ont gagné encore une épreuve spéciale aujourd'hui. Chez les motards, c'est Hubert Auriol qui l'a emporté. Il remonte au classement général. 4e derrière Vassar, Deseul et Bernard Rigoni. Claude Brasseur, bien sûr. Et puis, en tennis, un joli match entre Borg et Lecomte. Le Suédois l'a emporté lors d'une exhibition à Chicago, mais il a dû concéder un set au jeune Français. Résultat final, 6-2, 6-7, donc c'était le set emporté par Lecomte.
6-1. Voici la balle de match et la victoire de Borg dans ce match exhibition. Tiercé, d'abord celui d'aujourd'hui à Vincennes. Il fallait jouer le 10, le 3 et le 9 pour empocher, vous allez le voir, je l'espère, sur cet écran, 3 891 francs dans l'ordre et 720 francs 50 dans un ordre différent. Quant à demain, eh bien, Pierre Bresse nous livre ses premières impressions qu'elle nous confirmera dans son émission de demain matin à 10h30. Tiercé dimanche après-midi dans le prix de l'inauguration des nouvelles tribunes, une épreuve au trotté longue de 2600 mètres qui est réservée aux chevaux et juments âgés de 7 ans, les K. Cette épreuve a été créée tout spécialement pour l'inauguration du nouvel hippodrome de Vincennes qui est l'œuvre futuriste de l'architecte Philippe Monin. Les nouvelles tribunes que vous voyez derrière moi peuvent accueillir 25 000 personnes qui peuvent ainsi s'abriter du froid pendant le meeting d'hiver tout en jouant auprès des 180 guichets répartis à tous les niveaux. Il y a un restaurant et 5 bars. L'inauguration du nouvel hippodrome de Vincennes se fera dimanche après-midi juste avant le tiercé avec un défilé des attelages du Haras du Pin. Joël Allais a 2 chevaux engagés dans le tiercé, Camaran et Kaiser de la Cour. Quelles sont les chances respectives de vos chevaux? Je crois que Camaran a un petit peu plus de chance que Kaiser de la Cour. Pour quelle raison? Il vient de bien courir, là, il marchait le 20 en 2006, il rendait 25 mètres, là il part en tête. Je crois qu'il a une meilleure chance. Et Kaiser de la Cour? Une chance aussi, mais plus secondaire. Ça sera plus difficile? Oui, je crois que ça sera plus difficile pour Kaiser. Vous pensez participer à l'arrivée avec Camaran? Qui bouge pas, oui. Il a une chance de favori? Voilà. Parmi les 20 concurrents de ce tiercé, voici la sélection que je vous propose. Kenavo, le numéro 11, sera mon favori. Il est encore en super forme après sa récente victoire. Je lui oppose Kutara, qui est un peu capricieuse, mais bourrée de qualité. Ensuite, Kaiser de la Cour trouve ici un excellent engagement à la limite du recul. Cadeau du Mérard est un provincial qui compte bien venir conquérir Paris. Chlorane de Blé vient de très bien courir. Kémy a déjà été à l'arrivée de 3 quartés. Il est valable pour une place. Kimja a une petite chance si elle tient la distance. Calmy, menée par Jean-René Goujon, a de la classe, mais elle est capable du meilleur comme du pire. Voilà, ces chevaux porteront les numéros 11, 14, 8, 6, 7, 17, 1 et 19. Voilà un nouveau journal maintenant fluvial, le magazine des voies navigables. Il y a de plus en plus de gens qui se déplacent sur les canaux et sur les fleuves. Et puis un nouveau magazine pour Antenne 2 que je vous recommande tout de suite demain à 19h, le magazine 18h, pardon, le magazine de la rédaction dirigé par Michel Toulouse, un news magazine très très intéressant, hebdomadaire. Et puis le temps maintenant, le temps avec toujours beaucoup de douceur sur tout le territoire. Les images que vous allez découvrir et que va nous commenter Alain Jules-Pétret vous le prouvent. Ils étaient 37 avant. Si je vous dis 37, c'est qu'on les a comptés. 37 qui ont osé se baigner par 13 degrés de température de l'air et 12 degrés de température de mer, c'était à Marseille. 37 audacieux de 35 à 84 ans, qui étaient toujours 37 après, mais qui avaient un peu plus froid. Heureusement, la chaude ambiance de ce bel après-midi a fait remonter et les températures et le moral. 37 c'est un bon début, ils seront peut-être 500 par un pont renfort demain, car le beau temps va continuer. Nous aurons demain en effet un soleil frais. Un soleil frais avec, attention, pas mal de brouillard tout de même le matin, de l'Aquitaine au Massif central et au nord-est. Mais ensuite, il y a du grand beau temps sur l'ouest et le sud. Quelques petits nuages encore, mais ça s'arrangera dans la journée, je les retire. En remontant vers les frontières de la Belgique, du Luxembourg et même de l'Allemagne, on aura de plus en plus de nuages, mais tout de même de très belles éclaircies, avec dans le pire des cas, encore quelques précipitations très intermittentes sur les frontières donc du nord-est et peut-être quelques flocons sur les Vosges et le Jura. Les températures, quant à elles, attention aux gelées demain matin, elles vont donner des brouillards givrants dans l'intérieur de 0 à -4. Et l'après-midi, eh bien, les voici, de 5 degrés minimum dans le nord-est, diable Nancy partait, 5 degrés donc dans le nord-est minimum, à 14 degrés toujours maximum en Corse, et 12 degrés à Marseille. Le maximum d'aujourd'hui, si mes souvenirs sont exacts, ça devait être 15 degrés à Cannes. Demain, dimanche 9 janvier, 2 minutes de soleil en plus, levé 8h44, couché 17h11, c'est la fête de Saint-Alix. Je prends ma bouée et je vais me baigner dans la Seine. Voilà, donc demain, n'oubliez pas ce nouveau rendez-vous avec l'information sur Antenne 2 à 18h, un magazine qui sera hebdomadaire tous les dimanches pendant 1 heure. 3 sujets, 3 reportages en France et à l'étranger. Et puis ce rendez-vous immédiat, en tout cas plus immédiat, à 23h15,
Françoise Kramer qui reviendra sur l'actualité du jour. Je vous en rappelle les 3 titres essentiels. Robert Herbin, l'entraîneur des Verts, écarté du club. Il a même accusé assez fortement, vous l'avez entendu, le maire de Saint-Étienne et les communistes. Le satellite soviétique en difficulté. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord avec les assurances de l'agence TASS. Enfin, le travail au noir en France. Un rapport sévère de Jean-Jacques Dupéroux qui propose des remèdes énergiques. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est Christine O'Crane que vous retrouverez demain à 20h. À très bientôt. Bonne soirée à tous.